Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 3 romans et de 3 livres graphiques et on commence maintenant avec La Cave de Natasha Preston. Alors c'est un livre que j'ai eu en cadeau d'anniversaire de la part de Amandine de Meteora Books. Je me suis lancée 3 fois dans ce livre, je l'ai reposé 2 fois. Et en fait j'avais tellement envie de le lire mais je sentais que c'était pas le bon moment donc voilà, la 3e fois franchement je me suis lancée dedans mais j'ai eu peur, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à le lire. Et au final cette fameuse 3e fois ça a été la bonne, je me suis éclatée. Alors on suit Summer qui a un petit ami, voilà, tout va bien dans sa vie et puis un soir elle se fait kidnapper par un homme qui va l'emmener dans sa maison, dans sa cave avec 3 autres jeunes filles ou femmes. Il y a un autre élément très troublant que Summer a remarqué, c'est que désormais elle ne s'appelle plus Summer mais elle s'appelle Lila. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les autres filles dans cette même cave s'appellent Violette, Rose et Iris. Et le fameux kidnappeur, eh ben on doit l'appeler Trèfle. Alors au niveau des personnages, j'ai tellement aimé les personnages. Lila, je l'ai vraiment beaucoup aimée parce qu'elle est nouvelle dans cette cave. Elle nous explique ce qu'elle ressent, ses réactions, ses peurs, c'est ultra intéressant. Et les 3 autres femmes qui sont déjà dans cette cave depuis plus longtemps qu'elle, c'est aussi hyper intéressant parce qu'elles ont toutes chacune une personnalité différente, une façon de gérer ce kidnapping différemment et c'est ultra intéressant. Par exemple, on a le personnage de Rose qui est complètement dans le déni, enfin qui a littéralement accepté le fait qu'elle ne sortirait jamais, qui vraiment est au petit soin pour son kidnappeur, enfin voilà, c'est vraiment spécial. Et puis je trouve aussi que Natasha Preston s'est beaucoup amusée avec le personnage de Violette. Et un petit peu d'Iris aussi, voilà. J'en dirai pas plus parce que ça risque de tout spoiler, mais vraiment il y a un immense travail au niveau de ces 4 personnages là. Ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est que je ne m'y attendais pas du tout, mais on suit plusieurs points de vue. Donc celui de Summer alias Lila, celui de son petit ami qui est à sa recherche, et celui de Trèfle, le kidnappeur. Et ça c'était une grosse surprise, je me suis dit non, c'est possible. Et c'était très intéressant parce que du coup ça nous permettait d'avoir des éléments de son passé, d'expliquer ses agissements, enfin c'était très intéressant. Maintenant, si je fais un comparatif, la psychologie et la personnalité de Trèfle est beaucoup moins exploitée que celle des 4 filles. Et j'ai appris qu'il y avait une nouvelle uniquement sur Trèfle. Le problème c'est que visiblement elle n'a pas été éditée en français, donc comme moi je ne suis pas très forte en anglais, je vais pas la lire. Et bah, le fait de ne pas avoir ces informations complémentaires sur ce personnage là, bah ça me frustre un petit peu quoi. J'en profite pour vous dire d'ailleurs qu'il est écrit au dos du livre que ce n'est pas un livre pour les moins de 16 ans. Et je le confirme parce qu'il y a vraiment des scènes, des mots, des paroles qui sont très compliquées, qui sont difficiles psychologiquement, donc voilà. Respectez l'âge qui est écrit derrière ce livre. Au niveau de l'action, il y a des rebondissements, même si ça se passe toujours dans le même lieu, il y a des rebondissements, il se passe plein de choses, même au niveau des paroles, des pensées, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un roman vraiment très réfléchi, qui est extrêmement bien écrit, et j'en garde un super souvenir, donc pour moi il vaut un 9 sur 10. Maintenant je vais vous parler d'un livre que je n'ai vu nulle part, ni sur YouTube, ni sur Instagram, je l'ai découvert par hasard à la Fnac. Et je sais pas, en fait le titre m'a attiré, la couverture m'a attiré, j'ai fait oh là là. Il s'agit de Pour l'amour de Dieu Marie de Jade Sarson. Bah regardez la couverture, hein, c'est absolument magnifique. Donc on va suivre Marie qui a été élevée dans une famille très croyante où on lui a appris à être sage, une brave femme, une brave jeune fille. Très prude, très sage, très gentille. Bon, vous voyez un petit peu. Sauf que Marie, bah, étant un petit peu plus grande, elle découvre que c'est pas du tout elle, que c'est pas la manière dont elle souhaite vivre et que ça n'a rien. C'est pas ses croyances, c'est pas ses valeurs. Donc on nous dit très tôt dans le livre que Marie aime beaucoup les autres, mais elle les aime d'une manière assez particulière. C'est-à-dire qu'elle donne plus que de l'amitié ou plus que de l'amour, ça se ressent généralement par des actes sexuels. On nous dit aussi qu'elle est pansexuelle, donc qu'elle ne s'intéresse pas au physique de la personne, ni à son sexe, mais vraiment à la personnalité elle-même. Et on nous dit aussi qu'elle aime le sexe et elle ne s'en cache absolument pas. Donc pour décrire ce personnage, c'est vraiment un personnage très joyeux qui apporte beaucoup d'amour aux autres, qui est gentil, qui est vraiment
c'est vraiment quelqu'un de gentil qui accepte tout le monde en fait, et son seul défaut c'est d'être maladroite, voilà. Alors pour être tout à fait franche, quand j'ai acheté ce livre, j'ai trouvé le résumé extrêmement intéressant, mais je trouve qu'il n'en disait pas assez sur le contenu du livre, donc je me suis vraiment lancée dans l'inconnu, je me suis dit bon, qu'est-ce qui m'attend dedans? Et alors je peux vous garantir que vous ne devinerez jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Jamais. À aucun moment je me suis dit tiens il va se passer ça, ça, ça et ça et ça. Mystère total, vraiment. Donc je vais quand même un petit peu vous renseigner sur les sujets abordés parce que c'est vrai que le résumé en lui-même est assez vaste. Du coup ça parle de religion, de sexualité, d'homosexualité, de transgenre, de pansexualité, enfin voilà, c'est très vaste, vraiment très très vaste. C'est un livre qui pour moi est très ouvert d'esprit, ou alors qui peut ouvrir l'esprit du lecteur, parce que vraiment on aborde de tout, hein. C'est vraiment sans tabou, sans complexe, voilà. Et c'est pareil, c'est pas un livre que je conseillerais à tout le monde. Je pense qu'il faut être jeune adulte ou adulte pour bien tout saisir, parce qu'il y a aussi quelques scènes de sexe. Et au niveau des illustrations, je suis complètement tombée mais amoureuse, parce qu'en fait c'est vraiment beaucoup de jaune. Enfin en fait les pages ont une sorte de couleur un peu jaunie, et puis les illustrations sont toutes en rose, enfin c'est tellement joli, même les traits sont magnifiques. Franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour l'intérieur de ce livre, c'est vraiment ultra joli. Donc pour conclure, comme je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et c'est une putain de surprise, vraiment j'ai adoré ma lecture, j'en garde un super bon souvenir, et comme personne ne l'a lu, personne n'en parle sur YouTube, je vous invite vraiment à le découvrir si vous en avez l'âge et que vous êtes ouvert d'esprit. Et donc pour moi il vaut un 9 sur 10. J'ai ensuite essayé de lire Animas le tome 1, l'héritier de C.R. Gray. J'avais vraiment hâte de me plonger dedans, j'en avais entendu énormément de bien, j'avais aussi entendu dire que ça ressemblait beaucoup à Harry Potter au début de l'histoire. Alors pour les 150 pages que j'ai lues, parce que je l'ai abandonné, oui ça ressemble à Harry Potter, il y a des similitudes, mais franchement si j'avais pas entendu parler de ça, j'aurais soit pas fait attention, soit j'aurais remarqué, mais oui il y a des éléments qui ressemblent à Harry Potter, mais franchement il y a rien de foufou, hein, voilà, c'est pas choquant, c'est pas du plagiat, voilà, oui, il y a des similitudes, mais la plume est pas du tout la même, c'est pas du tout la même ambiance, donc bon, voilà. Alors, la raison pour laquelle je l'ai abandonné, c'est que j'arrivais pas du tout à me projeter dans l'histoire, particulièrement dans les lieux décrits. Au tout début, vous avez une petite carte, et même avec ça, j'avais beaucoup de mal à me plonger dedans. J'y arrivais pas du tout. Donc au bout de 150 pages, je me suis dit... Est-ce que je continue dans un univers que je ne comprends pas, que j'arrive pas à visualiser, où je me sens pas à ma place? Donc je l'ai abandonné à contre-cœur, parce que j'abandonne toujours à contre-cœur, mais au final, quand je l'ai arrêté, ça m'a relancé dans la machine de lire, donc écoutez, c'était pas une si mauvaise chose que ça, et j'ai trouvé que la plume était assez monotone. Voilà, pour un jeunesse, moi j'attends, je sais pas, du dynamisme, et là j'ai trouvé que c'était assez monotone, donc c'est pas un livre qui me correspond. J'ai lu le tome 2 de Culotté de Pénélope Bagieux. Alors le premier tome, ça avait été assez compliqué parce que j'avais fait la bêtise de le lire d'une seule traite, et pour celui-ci je me suis dit je vais prendre plus mon temps, et c'était une très bonne idée. Alors je vous dis ça, je vous dis de ne pas lire en une seule traite, mais de lire en plusieurs fois. C'est purement personnel, hein. Moi c'est comme ça que j'ai bien mieux digéré tout ça, que j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture. Alors vraiment j'ai découvert des portraits mais incroyables, je suis ultra heureuse d'avoir découvert ces femmes, parce que c'est vrai que sans ces livres, sans la saga Culotté, j'aurais très certainement pas été de moi-même chercher des informations sur des femmes qui ont fait de grandes choses, et ça c'est super cool, parce que au niveau de la culture générale, c'est chouette du coup, parce que j'ai beaucoup plus de connaissances, même si je vous avoue j'ai un petit peu oublié qui a fait quoi, mais voilà, ça m'a permis de découvrir des personnes, des femmes qui ont vraiment changé le monde. Donc comme pour le premier tome, il y a des portraits que j'ai moins aimés parce que ça correspond beaucoup moins à mes centres d'intérêt, mes goûts et tout ça. Il y a des portraits, oui, où ça m'intéressait, mais bon...
pas plus que ça, et d'autres où c'était vraiment absolument génial, où je me suis éclatée, j'ai appris plein de choses et c'était génial. Bon voilà, je vais pas m'attarder sur ce livre parce que j'ai pas grand chose à dire en fait. En tout cas pour les illustrations c'est exactement comme pour le premier tome, je ne suis absolument pas fan des illustrations. Mais bizarrement, j'ai complètement fait abstraction de ce détail-là et j'ai profité de ma lecture et j'ai bien kiffé. Et il vaut un 8 sur 10. Il y a quelques mois, j'ai lu Poilu 10 récits d'animaux pendant la Grande Guerre, qui est un collectif, donc c'est un recueil de 10 nouvelles où chaque nouvelle va se centrer sur un animal et sur son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je me suis lancée dedans très excitée mais à la fois très peureuse parce que je me suis dit soit ça va passer soit ça va casser. J'avais peur d'être dans de la fiction mais vraiment dans de la grosse fiction. Au final j'en sais rien, je sais pas du tout si certaines nouvelles sont vraiment que de la fiction ou si ils se sont vraiment inspirés de faits réels, j'en sais absolument rien, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la première moitié du livre m'a vraiment déçue parce que je lisais les nouvelles et moi ce que j'attendais c'était vraiment que l'animal soit mis au premier plan, qu'on suive son point de vue, enfin je sais pas moi, que vraiment qu'on soit plongé dans l'histoire avec l'animal et dans les premières nouvelles c'était pas du tout ce que je recherchais. J'ai vraiment été très déçue, j'ai hésité à abandonner et puis je me suis dit je vais lire une dernière nouvelle pour me décider si j'abandonne ou pas. Forcément, comme par hasard, c'est une nouvelle qui m'a bien plu puisque là l'animal était vraiment au premier plan, on était vraiment immergé dans son histoire et ça m'a bien plu. Et du coup pendant toute la dernière moitié du livre on était sur des nouvelles où les animaux avaient vraiment un rôle, une importance, où ils étaient au premier plan et ça m'a vraiment plu. Mais le truc en fait c'est que même si les dernières nouvelles étaient vraiment bien, j'ai été tellement déçue par la première moitié du livre que j'en garde un souvenir mitigé. Même si c'était bien à la fin, j'ai tellement été déçue du début que j'ai du mal à retenir le positif de ce livre. Donc je ne vais pas le garder, je vais m'en séparer. Et je suis quand même ravie de l'avoir découvert, hein, mais j'aurais apprécié plus. Voilà, qu'on soit vraiment... qu'on ait vraiment des nouvelles passionnantes, immersives dans le monde de l'animal directement dès le début. Donc pour moi il vaut un 5 sur 10. Et donc pour finir nous allons parler de Un petit goût de noisette de Vanida qui est un livre graphique qui va retracer les différentes possibilités de l'amour. Donc par exemple on va avoir des histoires où on va parler de tromperie, d'autres de coups d'un soir, d'autres d'amour passionné et passionnel. Enfin vraiment il y a vraiment toutes les possibilités du monde dans ce livre là. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressée, c'est qu'on parle pas juste de l'amour amoureux, on parle vraiment de ses difficultés, ses facilités, ses joies, ses peines. Et c'est très intéressant. Et on a aussi cet aspect un petit peu parfois sexuel parce que ça fait partie de l'amour, hein. Donc on suit plusieurs petites histoires, donc on suit plusieurs personnages. Et la particularité de ce livre, c'est que toutes les histoires au final sont mêlées les unes aux autres puisque les personnages se connaissent soit indirectement, soit directement. Donc par exemple, je sais pas, dans une histoire il y a un personnage A et un personnage B. Dans l'histoire d'après on va retrouver rapidement le personnage B. Voilà, c'est un peu cet enchaînement là. Alors ce que j'ai vraiment apprécié c'est que je l'ai lu dans le but d'être reposée, de lire quelque chose sans prise de tête, sur un sujet que j'aime bien, hein, voilà, qui m'intéresse, aussi sur un sujet qui va me permettre très certainement de m'ouvrir l'esprit parce que c'est un livre qui parle de tout, de toutes les formes de l'amour et que il y a forcément des choses qui ne vont pas nous plaire et je pense que c'est super cool de lire ce genre de livre parce que comme je viens de le dire, ça permet d'ouvrir l'esprit, de mieux comprendre certaines choses, de réfléchir à d'autres, enfin voilà. Alors au niveau des illustrations, j'ai eu un immense coup de cœur, vraiment j'aime tellement les traits de Vanida, c'est merveilleux, c'est magnifique. La particularité en fait c'est que les planches sont en noir et blanc et vous avez une couleur dominante à chaque fois. Et lorsqu'il y a par exemple des paysages, vous avez des dégradés absolument magnifiques, enfin je ne saurais absolument pas vous qualifier la beauté des illustrations de
de Vanida. Franchement, elle fait des choses mais incroyables. Je me suis acheté le tome 2 et je peux vous dire que mes yeux vont être perdus au fin fond de l'immensité, de la beauté de l'œuvre de Vanida. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est un 9 sur 10 et j'ai vraiment hâte de continuer et j'espère que le tome 3 sortira rapidement d'ailleurs. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis et je vous fais des bisous. Salut!